Alors, vous l'avez compris, en ce moment, les journées politiques américaines sont rythmées par des fuites dans les médias ou par des communiqués de presse officiels ou par des posts sur Truth Social de Donald Trump annonçant peu à peu la formation de son cabinet, avec plusieurs membres, certains, on va en reparler, qui doivent être confirmés en passant devant le Sénat, d'autres qui ne le sont pas. Je crois qu'on a une photo de ce cabinet, Thomas, pour illustrer tout ça. Et évidemment, donc on va commencer par la partie la plus simple, qui est la partie qui justement ne doit pas être confirmée. Donc les 11 que l'on connaît déjà, donc de J.D. Vance à vice-président. On a Susie Wiles qui va être son chief of staff. C'est la première femme qui devient chief of staff. Susie Wiles, c'est elle qui a été dans l'ombre de cette campagne, qui était la directrice de campagne de Donald Trump. Et elle a une qualité énorme, Susie Wiles, au-delà de son intelligence. Sa qualité énorme, c'est la seule directrice de campagne ou la seule directrice de campagne qui n'a jamais été virée par Trump. Trump, en 2016 et en 2020, est passé à travers plusieurs directeurs de campagne. Susie Wiles est restée. Pour la petite information, Susie Wiles est également citée dans le dossier des documents secrets de Mar-a-Lago par Jack Smith, parce que Trump a partagé des secrets d'État avec elle, alors que ça ne devrait pas être le cas. Mais en tout cas, voilà, Susie Wiles. On a un Deputy Chief of Staff qui s'appelle James Blair. Lui, c'est l'ancien directeur politique de la campagne Donald Trump. Pourquoi je vous précise tout ça? Parce que vous allez vraiment comprendre l'intérêt. On a un Deputy Chief of Staff qui s'appelle Taylor Budowich, qui est absolument pas connu médiatiquement, mais qui a un rôle dans l'ombre qui a été extrêmement important. C'est lui, pendant des années, depuis 2020 en fait, qui était à la tête de cette super PAC dont je vous ai parlé plusieurs fois, qui s'appelle MAGA Inc. Pourquoi je vous en ai parlé? Parce que c'est cette super PAC qui a recyclé toutes ces personnes que l'on retrouve maintenant dans la sphère de Trump pendant des années pour les payer, que ce soit son deuxième directeur de campagne, la Civita, ou que cela soit Fabrizio, son responsable des sondages. Il travaillait pour MAGA Inc. Que ce soit Alina Habba, elle travaillait pour MAGA Inc. Lorsque Trump ne pouvait pas la payer. Et donc, voilà, ça a vraiment été ce groupe-là, une machine à recycler tous ces pro-Trump après 2020, lorsque c'était difficile pour eux d'aller trouver du boulot parce que ils avaient soutenu le 6 janvier, donc c'était pas très bien vu dans l'univers politique. Et donc, pour s'assurer de ne pas perdre ces gens-là dont Trump avait besoin de la discrétion et de la fidélité, il y avait ce groupe qui avait été créé, cette super PAC, MAGA Inc., qui payait très, très grassement ces personnes-là pour être certain qu'ils restent dans la sphère de Trump et qu'il n'est pas la mauvaise idée d'aller parler à un procureur spécial ou qu'ils aillent écrire un livre de mémoire sur la campagne de 2020. Donc voilà, donc évidemment, on retrouve ces personnes-là. C'est important de savoir qu'il y a toujours des personnalités extrêmement connues, mais souvent les secrets d'un cabinet vont se trouver justement sur ces personnes qui n'ont pas habituellement la lumière, l'attention des Ouais. caméras. Et nous, évidemment, c'est ce qu'on a décidé de faire ici. Et c'est important de voir aussi à chaque fois l'histoire derrière le personnage, surtout quand on parle des gens autour de Trump. Comme vous allez voir avec plusieurs exemples, le thème c'est souvent soit quelqu'un
veut du pouvoir ou a du pouvoir, Trump contrôle le pouvoir, il y a plein de petites histoires et de secrets partagés entre tout le monde. Donc souvent ces derniers jours qu'on a vu ces noms passer, je sais que le réflexe c'est de dire mais pourquoi est-ce qu'il a choisi cette personne pour être en tête de ce département? Eh bien il y a souvent des raisons assez sombres on va dire. Exactement. Et puis là encore une fois, ce sont des personnalités qui échappent à un contrôle après, hein. Donc, c'est un privilège présidentiel. Ce n'est pas lié à Donald Trump. C'est ce que lui autorise la Constitution. Donc, il a le droit de nommer qui il veut pour l'intérieur de son cabinet, hors de ses fonctions qui doivent être approuvées par le Sénat et on peut rien y faire. Il y a Dan Scavino. Alors, ce qui est intéressant, on va avoir la même question évidemment avec Elon Musk, avec Vivek Ramaswamy. C'est que Dan Scavino, pour la petite histoire, c'est l'ancien caddie de Donald Trump. Non, l'histoire commence comme ça. C'est l'ancien caddie de Donald Trump. C'est lui qui lui a installé Twitter dans les années 2010 sur son téléphone. C'est lui qui a tweeté pendant des années parce que Donald Trump ne savait pas le faire. Dan Scavino a été évidemment à la Maison-Blanche de 2017 à janvier 2021. Il était responsable de tout ce qui est social media. C'était lui qui, quand Trump ne tweetait pas, c'était lui qui tweetait pour Trump. Hein, ça a été une des parties importantes de l'enquête de Jack Smith a justement été déterminé quel tweet de Trump provenait du téléphone de Dan Scavino et quel tweet de Trump provenait du téléphone de Trump. C'est par exemple sur le 6 janvier, on s'est rendu compte que le fameux tweet qui appelait à la dispersion et à la paix, c'est pas Trump qui l'a écrit, c'est Dan Scavino à partir de son téléphone. Et où c'est intéressant, c'est qu'une fois que Donald Trump a été obligé de quitter la Maison-Blanche et qu'il a lancé Truth Social, c'est qu'il a placé Dan Scavino à la tête de Truth Social. Dan Scavino est actuellement le CIO de Truth Social et à partir du 20 janvier, il va retourner à la Maison-Blanche en tant que Deputy Chief of Staff où il va être responsable de cette communication. Et donc, évidemment, c'était le pari des actionnaires de Truth Social, c'était de se dire, Truth Social va devenir l'organe officiel de la communication de l'ère Trump. En tout cas, le fait que Dan Scavino, on est vraiment dans une ambiguïté pour soi-disant un candidat qui voulait rejeter le deep state et voilà, nous, en fait, on est vraiment dans ce sentiment, dans ce marécage-là, on est dans le swamp complet, pas dans le Schwartz complet, Thomas. Bonne référence. Bonne référence. Et donc, dans ce swamp, dans ce marécage, on va avoir quelqu'un qui va être responsable de la stratégie de communication sur les réseaux sociaux de Donald Trump, qui en même temps est CIO et actionnaire de Truth Social, qui reste à Donald Trump. En octobre dernier, Donald Trump n'avait pas signé la déclaration où il s'engageait à une séparation de ses biens et en cas d'élection. C'est ce qu'on demande à signer à tous les candidats. Donald Trump ne l'avait pas signé. On lui avait donné un délai pour le faire. Et évidemment, ça fait partie des avantages qu'a Donald Trump, justement sur cette séparation pour éviter tout conflit d'intérêts. Ce n'est plus un sujet. Donald Trump va se retrouver à la Maison-Blanche sans avoir signé quoi que ce soit, sans aucun engagement sur les conflits d'intérêts. Et donc voilà, et aujourd'hui, parmi les informations qui vont être noyées dans la masse, on apprend que ça y est, Truth Social a désormais les moyens techniques en place pour devenir une chaîne de télévision. Donc, InfoWars a disparu, mais on va avoir Truth Social en télévision d'État, hein, un petit peu comme, oui, en Russie, en Corée du Nord.
on va avoir une chaîne de télévision d'État. Et donc, on a quelqu'un auprès de Trump, Dan Scavino, qui va être un petit peu à la jonction de tout ça. Rien que ça, déjà, c'est... Et bien, voilà l'émission, les gars. Ouais, c'est assez énorme. Et dans le même esprit, toujours qui ont été nommés qui échapperont à toute forme de contrôle du Sénat, Elon Musk et Vivek Ramaswamy, excusez-moi. Elon et Vivek, ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils ont été nommés en charge de l'effort gouvernemental pour plus d'efficacité, en disant on va couper à la hache dans tout ça. Et résultat, déjà, ils sont deux. Ouais, un duo. Un duo. En termes d'efficacité, je me suis dit, c'est raté. En tout cas, Musk va se retrouver dans la position qu'il rêvait avoir, c'est-à-dire que c'est lui qui va réguler les régulateurs, ce qui veut dire que toutes les enquêtes en cours, Tesla, SpaceX, Starlink du gouvernement américain vont cesser. Toutes les limitations que l'on avait pour les risques environnementaux, par exemple, de SpaceX au Texas, tout ça va disparaître. C'est bien dommage parce que la zone, on la connaît, cette zone du Texas, c'est un endroit extraordinaire. Donc tout ça va disparaître. Et donc c'est Elon Musk qui va aussi décider si lorsque la NASA, par exemple, décide de signer un contrat de plusieurs milliards de dollars avec un concurrent de SpaceX, c'est Musk qui va décider est-ce que c'est une bonne utilisation de l'argent public ou pas. Et tout ça dans une structure qui est extrêmement intéressante parce qu'elle est hors contrôle. Il n'y a pas de ce fameux check and balances dont on vous parle tout le temps en disant non mais vous inquiétez pas, le système est là pour garder Donald Trump de tout excès. La manière dont ça a été construit, il n'y en a pas. Et en plus, il y a un autre avantage énorme, je t'en parlais là, il y a quelques jours, Thomas, pour Elon Musk, qui se retrouve donc désormais, vous allez voir, elle est bien celle-là, il se retrouve désormais dans une position officielle avec le gouvernement américain. Vous allez dire pourquoi c'est pour le salaire? Non, c'est pas le salaire. D'ailleurs, j'imagine que tous ces gens-là vont dire qu'ils sont tellement peu intéressés que symboliquement, leur salaire, ils le reversent à des associations, etc. C'était le coup de Donald Trump qui reversait ses $400 000 de salaire et en même temps gagnait plusieurs dizaines de millions de dollars par an. Et encore en 2016, 2017, etc., il n'a pas osé autant qu'il va oser dans les mois à venir. Donc je pense que Elon Musk va faire pareil. Mais par exemple, il faut que vous sachiez, c'est une réalité, et je peux vous dire que Elon Musk est bien au courant de cette petite faille. Il y a une faille dans le droit américain qui est que lorsque vous êtes un employé du gouvernement américain, vous pouvez vendre vos biens. L'idée, c'est chaque fois lorsqu'il y a des lois qui sont créées, c'est toujours avec une bonne intention. Gardez ça en tête, on va en avoir besoin en deuxième partie d'émission. Ça rappelle ce que nous raconte souvent d'ailleurs Maître Eolas en disant au départ, la loi, oui, elle est bien, c'est pour faire ça, mais qu'est-ce qui arrive lorsque cette loi est mal utilisée? Elle est utilisée avec des intentions négatives. Et donc, la loi, c'est que, OK, vous voulez être membre du gouvernement américain et vous voulez être irréprochable, que l'on ne vous vienne pas, qu'on ne vienne pas justement vous reprocher que vos actions sont guidées parce que vous avez des actions de telle ou telle compagnie, parce que vous êtes copropriétaire de tel ou tel groupe. Donc, vous voulez démontrer que vous êtes l'équivalent d'Elliot Ness et donc vous vendez tout ça avant de prendre votre fonction. Et donc, pour compenser le fait que vous avez décidé de vendre certains de vos biens pour éviter d'être accusé de corruption, résultat, le gouvernement américain, pour vous remercier,
de votre effort de probité vous permet de ne pas payer d'impôts sur ces ventes-là, ce qu'on appelle du capital gain. Le capital gain, c'est la tranche d'imposition la plus forte aux États-Unis. C'est ce qui fait faire des cauchemars à tous les milliardaires parce que ça représente beaucoup, beaucoup d'argent. Et entre autres, vous allez voir, ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous revendez de la crypto-monnaie, par exemple, vous devez payer de cet impôt sur le capital gain qui peut par moment monter jusqu'à 50% de la valeur. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Elon Musk, qui a une fortune déjà colossale, qui s'est agrandi ces dernières semaines, qui a énormément de crypto-monnaies, qui a énormément de titres d'actions boursières, il va pouvoir vendre ces actions dans les semaines qui arrivent après le 20 janvier, vendre certaines de ces crypto-monnaies et ne pas payer le moindre centime dessus. Et c'est une économie pour lui, dépendant le volume de vente qui peut représenter plusieurs milliards de dollars. Finalement, ces 150 millions investis à Donald Trump, c'est une sacrée leçon de retour sur investissement. Ah oui, ça il a déjà fait un petit profit dessus. Ça me fait penser, on avait fait cette émission pendant Maintenant Matin, avant l'élection, où on avait fait le tour des contrats que Elon Musk avait du gouvernement, des contrats potentiels qu'il pouvait avoir. Il y avait aussi le côté, les enquêtes qu'il y avait sur ces compagnies, ces boîtes qui travaillent avec le gouvernement. Donc on additionne ces éléments-là, plus les impôts maintenant qui vont disparaître. Quel coût pour Elon Musk? Non, exactement, et qui en plus agit comme s'il était un coprésident. C'est assez intéressant à voir. Mais bon, on va retourner donc dans ce cabinet. Donc voilà, Elon Musk, il n'y a aucune autorité qui pourra interdire Donald Trump d'avoir Elon Musk. Et la même chose, évidemment, touche Vivek Ramaswamy, qui lui aussi a énormément de crypto-monnaies et lui aussi a énormément de fortune de papier. Et donc, il va pouvoir, c'est sa chance, et ils ne vont pas se gêner, vendre du titre. Et en plus de présenter ça dans les médias, imagine Fox News qui va dire « Mais regardez, il refuse son salaire, et en plus, pour pas être accusé de conflit d'intérêts... Vivek qui quitte son boulot, qu'il était payé par Fox News comme présentateur, il allait avoir sa propre émission. Le gars, c'est tellement un ange qu'il quitte ça pour aller travailler gratuitement pour le gouvernement, pour vous. Ouais, donc voilà, donc ça va être vendu comme ça, et puisque ce sont des Low Information Voters qui ont voté pour Donald Trump, vous comprenez bien que ce genre d'information, le détail de ce que je viens de vous raconter, n'arrivera jamais, mais jamais à leur oreille. Et donc c'est pour ça que c'est important de prendre les mêmes méthodes et d'aller raconter tout ça autrement. Et donc on continue dans le cabinet, il y a Bill McGinley, il y a Michael Valls, qui sont dans le même esprit. Le même esprit, c'est quoi? C'est que ce sont des gens qui sont pro-Trump. On va voir le point commun de tout ça. On pourrait dire, ouais, ben, c'est que finalement, certaines de ces personnes ne sont pas vraiment compétentes. Je pense que Rubio est compétent, que l'on admire ou pas les choix politiques de Rubio. C'est quelqu'un qui a fait ses preuves au Sénat, ancien candidat en 2016. Donc on ne peut pas dire que c'est que l'incompétence. Suzy Wiles, c'est la dame que vous avez justement à côté de Vivek. Mais le point commun, on va vraiment le voir, c'est vraiment sur le point sur lequel il faut insister. Le point commun de ces personnages-là, c'est une fidélité sans faille à Donald Trump. C'est vraiment la signature, et on va le voir jusqu'au pire de ce gouvernement. Il s'entoure, justement, c'est ce qu'on craignait. On disait, voilà, de 2017 à 2021, il y avait des adultes autour de lui, des gens qui étaient capables de lui dire non. Toutes les personnes qui ont été ajoutées pour l'instant dans ce cabinet Trump, ce sont des personnes qui ne lui diront jamais non, et qui, en plus de ça, par moment, je sais que ça peut paraître fou, mais c'est une réalité, sont encore plus, on parle ici de
de Elon Musk, de Vivek, de Tom Homan, évidemment de Stephen Miller, sont encore plus extrémistes que Donald Trump. Donc c'est la réalité de ce cabinet-là. Des gens qui lui refuseront rien, qui vont jouer à fond le nouveau cadre de l'arrêt de la Cour suprême sur le pouvoir présidentiel et ses responsabilités face à la justice, et au-delà de ça, qui ont des visions les plus extrêmes. Et évidemment, on pense ici, on vous a fait une émission, alors c'était assez ironique parce qu'on a fait cette émission justement genre 48 heures avant la nomination de Tom Homan, en vous expliquant qu'il serait sûrement en charge de la frontière et que c'est lui qui avait proposé, pour ne pas séparer les familles, de les expulser ensemble. Donc c'est lui qui va commencer, et d'après les rumeurs, il y a déjà des opérations de prévues pour le 20 janvier, filmer tout ça par Fox News, bien évidemment. Vous avez quelqu'un comme Stephen Miller qui est donc l'architecte de cette politique anti-immigration, qui est, ça peut paraître fou de le dire comme ça, mais qui est à la droite de la droite de la droite de Trump, et qui va se retrouver en position. Donc voilà, donc c'est vraiment le point commun de ce cabinet, c'est qu'il n'y a plus personne autour de Donald Trump qui aura ce pouvoir de lui dire non. On en revient à ce que les généraux disaient dans les dernières semaines de la campagne, ce qui avait incité John Kelly à se lancer dans la campagne et à parler publiquement contre Donald Trump, c'est qu'ils étaient scared shitless. Ils avaient la peur au ventre, on va dire ça. Ils étaient effrayés par l'idée que Trump revienne au pouvoir sans avoir de personnes autour de lui qui limitent ses erreurs et qui lui interdisent d'une certaine manière d'en commettre certaines. Ça ne va pas être ce Trump 2. Ce Trump 2 va être d'une violence absolue, où Donald Trump va être président élu. Oui, l'élection est un processus démocratique, mais qui va jouer avec les règles du pouvoir pour être le plus proche possible de ce qui est une dictature. Dans cette galerie de portraits, il manque Alina Habba. Alina Habba qui il y avait la rumeur qu'elle allait devenir la press secretary, donc la porte-parole de la Maison-Blanche. Et aujourd'hui, Alina Habba a tweeté que oui, mais non, finalement, elle refusait ce poste-là, ce qui veut dire qu'on ne lui a pas proposé. Hein, en disant non, c'est pas ce que je compte faire, c'est que finalement, pour des raisons, je sais que dans ce groupe, entre autres, au niveau de Susie Walls n'apprécie pas Alina Habba. Donc, est-ce que c'est un règlement de compte interne? C'est possible. En tout cas, ça ne sera pas Alina Habba. Ça ne sera pas non plus Lara Trump. Hein, on va reparler de Lara Trump qui, elle, et rien que d'y penser, c'est complètement fou. Lara Trump, elle, qui était en charge du RNC, de s'assurer que tout l'argent qui venait être collecté par le Parti républicain aille du côté de Donald Trump. Lara Trump, elle, a décidé, non, elle n'a pas décidé d'arrêter la musique, en tout cas, elle ne l'a pas dit. Mais elle a devant elle une autre carrière qui s'ouvre vraiment, et qu'elle va, qu'elle va embrasser. On écoute Lara Trump. Likewise, if I am able to serve, I would love to serve the people of Florida. This is my home state now and has been for 3 years. This is where Eric and I live. And truly to have that opportunity, I think would be incredible. No one knows better than I do the America First agenda or the goals of Donald Trump in the coming 4 years. So if I am asked, I would love to consider it, but I have yet to have a conversation with Governor DeSantis, so we will have to see. Donc voilà, donc vous l'avez peut-être compris, l'arrivée de Rubio
comme Secretary of State, l'arrivée de Rubio comme Secretary of State, qui est le seul, et je vais vous donner une théorie, je vais vous donner simplement une théorie. L'arrivée de Rubio comme Secretary of State libère son poste de sénateur. Et donc, c'est désormais le gouverneur DeSantis. Chaque État a des règles par rapport à ça. Et donc, le gouverneur DeSantis doit nommer son remplaçant. Il n'y a pas un adjoint qui va prendre sa place. C'est au gouverneur DeSantis, républicain, de nommer son remplaçant dans les 90 jours. Et évidemment, l'idée, c'est de nommer Lara Trump. Donc Lara Trump, sénatrice, dans une circonscription où, comme je le dis souvent, on présenterait une chaise en disant qu'elle est républicaine. La chaise se retrouverait au Sénat. Et donc, elle dit oui, DeSantis ne me l'a pas encore proposé, c'est lui qui prend la décision. On imagine bien que DeSantis ne va pas pouvoir dire non et que donc Lara Trump va se retrouver au Sénat. La théorie derrière ça est la suivante. C'est que Donald Trump n'a jamais pardonné à Rubio d'avoir été celui qui a été le plus agressif avec lui. Je vais vous montrer une vidéo de Rubio en 2016, c'était le seul qui avait décidé d'aller sur le territoire de Donald Trump, qui était celui de la moquerie physique. Donald Trump avait commencé évidemment en l'appelant Little Marco, le petit Marco, en se moquant non seulement de sa taille, mais le fait que lorsqu'il était sous les spots, il transpirait au niveau de la moustache. Ses oreilles. Ils avaient lancé des rumeurs comme quoi il allait à des orgies homosexuelles. Ils avaient utilisé d'ailleurs The National Enquirer pour faire ça. C'était vraiment un moment sale. Ça avait été extrêmement sale, extrêmement violent. Et Rubio avait été le seul à répondre à Trump sur ce territoire-là. On va écouter justement Marco Rubio en 2016 et je vais vous expliquer c'est quoi la théorie derrière. And once a choker, always a choker. I guess that's what he meant to say. He spelled choker C-H-O-K-E-R, choker. He called me Mr. Meltdown. Let me tell you something. Last night in the debate during one of the breaks, two of the breaks, he went backstage. He was having a meltdown. First, he had this little makeup thing applying like makeup around his mustache because he had one of those sweat mustaches. Then he asked for a full-length mirror. I don't know why, because the podium goes up to here, but he wanted a full-length mirror. Maybe to make sure his pants weren't wet. I don't know. Then I see him pacing back and forth, and then he's huddled in the corner talking to somebody. He's like waving his arms up and down, and the person's trying to calm him down. So, anyway. But I'm a chalker. All right. Next tweet. Leet weight chalker Marco Rubio looks like a little boy on stage, not presidential material. He meant to say lightweight, but he spelled it L-E-I-G-H-T. So he got that wrong. Looks like a little boy on stage. It's not that I look like a little boy. I wouldn't even be the youngest president, but he would be the oldest president ever elected. And it's like an 8-year term, so you start to worry. So how does this guy, not in one tweet, 3 tweets, misspell words so badly? And I only reached 2 conclusions. Number 1, that's how they spell those words at the Wharton School of Business, where he went. Or number 2, just like Trump Tower, he must have hired a foreign worker to do his own tweets. Guys, we have a con artist as the front runner in the Republican Party. A guy who has made a career out of telling people lies so that they come in and buy his product or whatever he does. You ever heard of Trump vodka? You have? Well, it isn't around anymore. Or Trump mattress, or Trump air, or Trump ice, or Trump water. Those are all businesses that are gone because they were disasters. Okay? Trump hot air, yeah. So we cannot allow the conservative movement to be taken over by. Donc vous voyez, c'est d'une violence absolue. Hein. C'est fou, c'est vraiment, on aurait dit, du stand-up, de la comédie. Ouais. Et on connaît Trump, ça, là il aurait dû avoir du ketchup. Ouais, non seulement ouragan de ketchup, mais parce qu'en plus il attaque Trump sur sa prétendue intelligence.
en relevant les fautes d'orthographe qu'il faisait dans ses tweets. Il se moque de sa taille, il se moque de plein de choses que Donald Trump ne supporte pas, sa transpiration, etc., etc. Le fait que c'est une succession d'échecs, etc., etc. Et donc, l'idée est la suivante, c'est que Trump n'a jamais pardonné à Rubio, et sincèrement, je veux bien le croire, et qu'il s'est amusé avec lui l'été dernier en lui faisant croire que peut-être il serait le vice-président, ce qui a obligé Rubio à s'humilier publiquement l'été dernier avant le choix de J.D. Vance de venir faire des rallyes de campagne en faveur de Donald Trump, et en revenant sur tous ces mots, en s'excusant publiquement sur ce qu'il avait dit en 2016, etc. Mais je vais vous dire maintenant la théorie qui est la mienne, hein. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais qui aurait tellement de sens dans le personnage. C'est que la dernière chose qu'il reste à Rubio, Trump a détruit tous ses adversaires. Hein, on est d'accord ? Tous ses adversaires, soit ils se sont rangés contre lui et ils sont à sa merci. Je vous renvoie à Lindsey Graham qui hier encore était sur Fox News pour expliquer comment Matt Gaetz, qu'il déteste, est le personnage le plus intelligent de l'histoire du parti républicain, parce que Donald Trump a décidé qu'il serait ministre de la Justice, soit il a détruit tout ce monde-là, que ce soit du Mitt Romney, Jeb Bush, etc., etc. Et donc, l'idée est la suivante. Rubio, pour venir faire partie de ce gouvernement américain, pour être l'équivalent du ministère des Affaires étrangères, est obligé de démissionner de ce poste de Sénat où tout était son pouvoir, hein, c'est un des sénateurs les plus importants, où il est garanti, il n'y aura jamais un concurrent qui viendra le déloger, hein, il est garanti d'être élu à vie, si vous voulez. Donc Rubio est obligé de démissionner. Il laisse sa place à Lara Trump et il rejoint le gouvernement. Mais qu'est-ce qui se passe, Thomas, figure-toi, si dans 6 mois de ça, Donald Trump décide de se séparer de Marco Rubio, hein, c'est quand même une des signatures des gouvernements Trump, c'est le fait qu'il renvoie pas mal de gens. Qu'est-ce qui va se passer pour Marco Rubio, d'après toi ? Il peut retourner tout de suite au Sénat ? Ben non. Ah, tant qu'il est à la rue. Il est à la rue. C'est-à-dire que si Trump fait ça, il aura réussi sa vengeance ultime d'avoir puni Marco Rubio pour 2016, remplacer, t'imagines l'humiliation, remplacer remplacer par sa belle-fille surtout, donc Lara Trump, et Rubio se retrouver sans aucune autre possibilité pour être élu. Ouais, on va voir, mais ça aurait du sens, oui. Voilà, donc ça c'est Rubio. Donc Rubio qui lui doit passer devant le Sénat. Il ne devrait pas y avoir de problème. Et puis, on a beaucoup parlé de la nomination de Pete Hegseth, qui est donc le nouveau ministre de la Défense, ancien présentateur de Fox News. Oui, il a été à un moment, il a été militaire. D'ailleurs, il a été renvoyé de l'armée. On en parle, hein, vous savez, lorsque les pro-MAGA viennent vous le décrire comme étant l'incarnation de Captain America, ils oublient de dire qu'il a été renvoyé parce que, justement, il politisait trop son rôle, que l'armée essaye justement de rester un organisme neutre, ce qui n'était pas son cas. On va en parler dans quelques secondes. À tout de suite.
Voilà, nous revoilà. Merci d'être au rendez-vous. N'oubliez pas, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la chaîne de notification. Merci Jean-François. Et Portland, c'est sympa. Très profite. Un état bleu en plus. Merci. Merci également à Marie-Ange. Et oui, il ne faut pas baisser les bras maintenant. Média face au cirque. Non, évidemment, c'est extrêmement important de dénoncer tout ce qu'on va vous raconter ici. Merci à toi en tout cas pour ton super chat et merci à ça arrive hop là M du crew. Merci en tout cas pour ton message et pour ton super chat. Donc parlons quand même 2 minutes par de notre nouveau membre extrêmement important. C'est celui qui est sur le dernier sur la rangée du haut, qui est donc cet ancien co-animateur du week-end de Fox and Friends, donc l'émission préférée de Donald Trump, et qui est donc le nouveau ministre de la Défense. Ce qui pourrait faire rire, on a le droit de rire d'ailleurs, ce qui pourrait faire rire, vous allez voir, on va pas s'en empêcher non plus, mais qui est extrêmement inquiétant. Encore une fois, le point principal de cette nomination, c'est quelqu'un qui est encore plus radical, encore plus, on va le voir, extrémiste que Donald Trump et qui voue une fidélité totale à Donald Trump. Donc c'est encore une fois quelqu'un qui ne va pas s'opposer à la volonté de Donald Trump dans un rôle qui est extrêmement important. C'est quelqu'un, et on retrouve aussi évidemment cette signature chez le directeur de la CIA, John Radcliffe, qui est aussi un ultra proche de Trump. On va le retrouver aussi, ce sont les postes à confirmer par le Sénat, chez Lee Zeldin. Lee Zeldin, c'est lui qui va être en charge de l'EPA. Donc c'est l'organisme environnemental aux États-Unis de toutes les normes. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que c'est quelqu'un qui, lorsqu'il était élu à la Chambre des représentants, a toujours voté, et c'est lui qui va être en charge de l'environnement, accroche-toi bien, il a toujours voté contre des textes de loi qui assuraient, par exemple, que l'eau potable aux États-Unis ne soit pas polluée. Donc, il a toujours voté contre ça. Il a voté aussi pour tous les textes de loi qui faisaient qu'il y avait moins de pollution de l'air. Donc, c'est quelqu'un qui s'est opposé. Donc, maintenant, c'est lui qui va être en charge justement de ces normes-là. Vous imaginez la catastrophe. Mais c'est surtout quelqu'un qui est extrêmement proche de Donald Trump et qui, en 2020, justement, avait voté contre la certification de Joe Biden. Donc, ça, c'est Lee Zeldin est à côté de Marco Rubio en photo, entre Marco Rubio et Stephen Miller. Dans ces postes à confirmer, avant de revenir sur Exet, vous avez aussi, évidemment, Kristi Noem, qui a un vrai talent, qui est celle de tuer les chiens. Mais à part ça, c'est tout. Si elle est là, encore une fois, dans ce poste extrêmement important de la sécurité du territoire, la Homeland Security Secretary, le Homeland Department a été créé après le 11 septembre et chapeaute des tas d'agences gouvernementales de surveillance des frontières, de sécurité des frontières. Et donc, vous allez avoir quelqu'un qui est 100% dévoué à Donald Trump, tellement
qu'elle avait dansé à côté de lui Voilà. pendant 40 minutes, tu t'en rappelles? C'est la dernière fois qu'on avait parlé d'elle avant l'élection, et c'est encore une d'ailleurs il y avait ces rumeurs de est-ce qu'elle allait être choisie pour vice-présidente. Ouais. Après bon, il y a eu oui cet épisode de chien, mais oui, la dernière fois qu'on avait parlé d'elle, c'était parce qu'elle dansait à YMCA avec Trump quand il avait décidé de jouer de la musique et danser pendant 40 minutes à la place de faire un rallye. Exactement. Mais revenons donc sur Pete Hegseth, parce que vraiment, vous allez voir, c'est troublant. C'est quelqu'un qui, le 6 janvier, bah tiens, on va commencer par cet épisode, parce que lui aussi, c'est un pro Big Lie. Donc le 6 janvier, il était à Washington sur le terrain, envoyé pour Fox News. Il était sorti des studios de Fox and Friends pour raconter justement comment il y avait ce rallye de campagne de Donald Trump qui était en train de se mettre en place, et profiter à chaque fois pour expliquer qu'en gros, la remise en cause des résultats de l'élection, c'était un devoir patriotique. On l'écoute le 6 janvier 2021. What will he say from the podium today? We'll find out on the Fox News channel. His two sons will also be speaking. Dan Covino speaking, Katrina Pearson, Mo Brooks, who's been a part of the objection as well on Capitol Hill, as well as organizers for Women for America First. And guys, right now the crowd is starting to walk in. They just opened the doors. You're actually going to look at the first few folks that will be coming in. They've been waiting for hours, morning for hours. And, you know, the chants that are coming time and time again are stop the steal, stop the steal. And we saw it coming out of Georgia. That 70% of Republicans who believe that the election in November was not legitimate, that it was stolen, that may have had an effect on Georgia, but no doubt it has an effect on the hearts of this city right now, of Americans. I have friends who've texted me who are not very political saying, I'm coming to Washington, D.C. today because I can't handle what's happening in my country. I think it's not an understatement to say we're in a constitutional tinderbox right now with people on both sides believing there's legitimacy and illegitimacy based on things they feel in their heart and love of their country. Donald Trump will articulate a lot of that today from the stage. He'll have thousands of supporters here and dozens of senators and congressmen on the House of Representatives objecting with that long debate that will go on and on. Will the rally go on longer and longer? We'll see. There were arrests last night. Will there be contention tonight? That's a possibility as well. Voilà, donc non seulement c'est le nouveau ministre de la Défense américain, c'est un défenseur du Big Lie, le fait en disant qu'on est dans un problème constitutionnel et que c'est tout à fait normal et que c'est pas une histoire de politique. C'est aussi quelqu'un qui est opposé aux femmes. Au droit des femmes d'être dans l'armée et entre autres d'être dans des unités de combat. On va l'écouter sur CNN il y a quelques semaines avant de devenir ministre justement de ces femmes qui mettent leur vie en danger au quotidien pour défendre les États-Unis. C'est parti. I'm straight up just saying we should not have women in combat roles. It hasn't made us more effective, hasn't made us more lethal, has made fighting more complicated. We've all served with women, and they're great. Mm-hmm. It just, our institutions don't have to incentivize that in places where not traditionally, over human history, men in those positions are more capable. Donc, au-delà de ça, ça mériterait de faire une émission totale sur lui pour pas forcément se moquer, mais pour raconter comment il fait partie depuis des années des réseaux des nationalistes chrétiens, donc de la droite religieuse nationaliste. Je vais vous montrer 2 photos de lui, de ces fameux tatouages. Parce que ils sont intéressants. Donc, vous voyez, au niveau de son torse, je vous laisse regarder les autres. Et puis, je vais te montrer, Thomas, cet autre cliché parce que il correspond aussi en termes de tatouage à la même volonté. C'est des signes de reconnaissance que l'on retrouve chez ces groupes ultra, vraiment au bord de l'extrême droite. C'est un rappel aux croisades.
Et donc, c'est la croix des croisés et c'est en latin une des devises des croisés en disant que ce qu'ils sont en train de faire, donc les croisades, ils le font au nom de Dieu. Et donc, vous allez avoir un ministre de la Défense aux États-Unis qui ne croit pas en la Constitution, qui croit uniquement en Donald Trump et qui est depuis 10 ans dans cette mouvance de la droite nationaliste chrétienne aux États-Unis et qui donc est persuadé que les croisades, par exemple, est une volonté divine et que pour défendre la race blanche, oui, c'est un mouvement qui est également suprémaciste blanc, il faut apporter sa présence, sa force à ce combat-là. Donc voilà la personnalité que Donald Trump vient de mettre en avant. Ouais. Ces derniers jours, du côté ici, sur les clips que j'ai vus, que ce soit sur CNN, MSNBC ou tous les talk shows de nuit, je trouve que c'est dommage. On s'est plutôt moqué de ce personnage parce qu'il y a 1 million de clips où il fait vraiment des boulettes, il raconte n'importe quoi. Oui, c'est important de montrer ce côté-là, mais je suis content qu'on a commencé par ce côté beaucoup plus sérieux, dangereux, parce que souvent, en fait, on oublie de traiter ça quand on parle du côté cirque rigolo de ces personnages-là. Non, c'est extrêmement important de penser que justement, c'est même à se demander si c'est pas une stratégie. Je peux vous montrer je vous ai pas sélectionné des clips vidéo de lui où il s'attaque aux universités américaines en expliquant que il ne faut pas être diplômé. En tout cas, derrière tout ça, c'est cette stratégie de dire nous, ce qu'on veut, ce sont des électeurs qui n'aillent pas à l'école parce que on peut plus facilement les manipuler, alors que lui-même a des diplômes universitaires. Donc, vous voyez, il y a ce côté, on va retenir ses propos de clown, on va vous en montrer évidemment quelques-uns, mais derrière ces propos de clown, c'est un personnage extrêmement dangereux. Et donc, aujourd'hui, c'est lui qui est à la tête du Pentagone. C'est extrêmement inquiétant. Donc, dans les moments plus amusants, évidemment, ce moment qui a fait parler de lui, où il a expliqué qu'il ne croyait pas aux microbes, parce que les microbes, ça ne se voyait pas, et que donc il ne se lavait pas les mains. On va regarder cette vidéo sur Fox. I don't think I've washed my hands for 10 years. Really, I don't really wash my hands ever. Help me! No, I inoculate myself. It's just not, germs are not a real thing. I can't see them, therefore they're not real. So you're becoming immune to all of the Exactly, bacteria. I can't get sick. My dad Voilà, donc je me protège moi-même en vivant autour de ces germs. De toute façon, je ne les vois pas. Mais pourquoi c'est ironique? Parce que l'année dernière, pour le 4 juillet, vous allez voir ce que c'est aussi un point commun qu'il a avec Donald Trump, ce qu'il vendait. C'est parti, Thomas. A well-groomed militia being necessary to the security of a free state, the right of the people to keep and bear arms while smelling great shall not be infringed. I don't mind those tweaks. You see, One Man Army loves the country and makes damn good soap. I've used them all, and I love these new brands, like Gunsmoke, smells like American firepower, or Gurkha, refined bourbon and tobacco leaf, or how about Patriot and the Pine Tar Bar. There's more of them, too. You can get them in a variety pack, each of them shaped like a grenade, soap on a rope. The well-groomed militia. This 4th of July, join it at grenadesoap.com. Donc, elle en profite pour faire un appel aux milices et en expliquant que ces milices, si elles veulent prendre le pouvoir, il faut qu'elles soient propres sur elles. Et donc, il fait la pub pour du savon en forme de grenade. C'est ce côté-là, quand on parlait tout à l'heure de Alex Jones, vendeur n'importe quoi, et avec ses vidéos. Eh bien, voilà, c'en est encore un qui pourrait être vendeur sur Infowars. Alors, donc ça, évidemment, c'est une position qui est extrêmement importante. Defense Secretary, donc, qui doit être confirmée par le Sénat. On va en parler.
Et ça nous amène à nos 2 derniers membres. Je sais, cette émission va durer du temps, on n'a toujours pas commencé. La partie sur Jack Smith nous amène à nos 2 derniers membres dont on va parler. Tulsi Gabbard, qui devient, en tout cas c'est une volonté de Trump, la directrice de The National Intelligence, donc le renseignement national, directrice du renseignement national. On va en parler dans quelques secondes. Et Matt Gaetz de Floride, qui est le futur ministre de la justice de Donald Trump. On se retrouve tout de suite après ça. Merci. Merci à Gérard pour son super chat, pour ton soutien. Merci beaucoup Gérard, c'est vraiment très apprécié. Merci aussi à Anthony, c'est ton premier. Ouais, merci beaucoup. Est-ce que la rumeur Candace Owens en porte-parole est vraie? Elle circule. Est-ce qu'elle est vraie ou pas? Je serais étonné pour des tas de raisons, et entre autres ses positions clairement antisémites qui iraient contre les intérêts de le plus grand soutien financier de Donald Trump, qui est donc la veuve de l'ancien propriétaire, dont le nom m'échappe, l'ancien propriétaire du Venetian, Adelson, qui défend justement Israël. Je serais surpris, mais bon, tu m'aurais demandé, Anthony, la même question sur Matt Gaetz il y a 2 jours, je t'aurais dit... Oui, mais encore, voilà. Candace Owens, je crois que c'est quelqu'un que est plutôt, on se moque même d'elle derrière son dos, du côté MAGA, tout ça, extrémiste. Mais bon, comme tu as dit, tout est possible en ce moment. Tout est possible. Et la preuve, c'est que, donc je vous expliquais pourquoi c'est terrifiant déjà d'avoir Entgev comme ministre de la justice, de l'armée, de la défense. Là, on rentre dans du vraiment inquiétant. Et on va parler de Tulsi Gabbard. Donc, Tulsi Gabbard, si vous ne la connaissez pas, c'est une ancienne démocrate, même si elle n'a jamais été vraiment... extrêmement importante au niveau du Parti démocrate, et très rapidement, je vais vous expliquer pourquoi, mis sur du côté, sur le côté par les démocrates. C'est une ancienne démocrate qui est devenue indépendante avant de rejoindre la campagne de Donald Trump et de rejoindre le Parti républicain, évidemment un Parti républicain qui est aujourd'hui un parti MAGA. Tulsi Gabbard, aux États-Unis, c'est ce qu'on appelle une politique horseshoe. Horseshoe, c'est le fer à cheval. Vous voyez la forme du fer à cheval. Et donc, on symbolise la politique américaine comme étant un fer à cheval, avec l'extrême gauche d'un côté et l'extrême droite de l'autre. Et un politique horseshoe, c'est lorsqu'il est à la connexion des 2 branches du bas. Donc c'est quelqu'un qui est à la fois noir et rouge, on dirait comme ça en Europe, c'est-à-dire qu'elle a des positions qui vont satisfaire l'extrême gauche américaine et d'autres qui vont satisfaire l'extrême droite américaine. Et parmi ces positions, celle qui, même si elle a été en 2020, elle a été candidate à l'investiture démocrate. Évidemment, le cœur du problème, lorsqu'elle était membre, elle était élue de Hawaï à la Chambre des représentants, c'est son choix dès 2017, alors que nous sommes en pleine crise syrienne, de choisir le camp de Assad.
et d'aller le rencontrer, ce qui fait qu'elle va même se retrouver à un moment sur une liste potentielle de terroristes, en tout cas de personnes à risque. Et pendant des années, elle va devenir aux États-Unis la voix de Assad. Donc on ne sait pas pourquoi elle a fait ce choix, quelle était sa motivation. Assad a été connu, je ne dis pas que c'est son cas, je ne l'accuse pas, je ne sais rien à ce niveau-là, mais Assad a été connu en Europe, ça je peux vous en parler, et en France pour être très généreux avec l'achat de certains soutiens politiques et journalistes aussi pour s'assurer d'avoir une bonne réputation en France par exemple. En tout cas, elle a choisi ce camp-là. Ce qui a été un choc. Et puis, comme Assad ne suffisait pas, elle est rentrée dans le camp des pro Poutine, des pro-Russie ces dernières années. Encore une fois, vous voyez le message de Donald Trump, on va mettre en avant le fait que c'est une ancienne membre de la National Guard. Ses fonctions ont été des fonctions de ce qu'on appelle les civil affairs, donc les liaisons avec les civils. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est encore une fois pour vous montrer quelqu'un qui va être en charge au sein de la Maison-Blanche du renseignement national sans aucune expérience de ce sujet-là. Et donc, avec ce tournant, après avoir soutenu Assad, qui était l'ennemi des États-Unis, donc elle a choisi Vladimir Poutine et est devenue aux États-Unis une des voix les plus radicales contre l'OTAN. Et contre l'aide américaine après à l'Ukraine. Ça a vraiment été une des voix les plus importantes. Lorsque, en 2022, par exemple, il y a eu cette émission où elle est invitée chez Sean Hannity. Sean Hannity, c'est Fox News, c'est un des alliés de Trump. C'est pas quelqu'un que l'on peut accuser d'être ni la voix de la raison, ni la voix du Parti démocrate, ni la voix de la gauche. Même lui avait été choqué par les propos de Tulsi Gabbard, tellement qu'elle était pro-Poutine et surtout contre les États-Unis. C'est ça ce qui avait choqué surtout Sean Hannity, c'est qu'elle était très clairement anti-américaine, habituée à toutes les théories de la conspiration. C'est elle qui a été une des premières, ça va être vraiment intéressant, si elle passe devant le Sénat, et à mon avis, elle ne va même pas passer devant le Sénat, on va en parler. C'est justement une des premières elle a fait des tas de podcasts là, pendant 4 ans. Il y a vraiment du biscuit si on veut aller dénoncer son côté pro-Poutine. Et c'est une des premières, on était en période Covid, d'expliquer que il y avait tous ces bioweapons, ces laboratoires d'armes chimiques, d'armes biologiques américains en Ukraine, et que c'est la véritable raison derrière l'implication des États-Unis et la volonté de Moscou de venir se défendre. C'est une théorie du complot complètement fausse qui a été créée par le Kremlin. D'accord? Et Tulsi Gabbard, pendant des années, a été la chambre d'écho de toutes ces théories du complot, de tous ces points de désinformation. Il y en a des dizaines qui viennent directement de Moscou. C'est elle qui les a apportés sur le territoire américain. Elle était il y a 2 jours chez Fox News, justement, chez Jesse Waters, qui lui a demandé comment les pays étrangers prenaient sa nomination. On va écouter sa réponse. And I was grateful and honored to accept President Trump's offer to serve our country and
support his objective to defend the safety, security, and freedom of the American people as the Director of National Intelligence. How do you think foreign capitals are taking your nomination and the nomination of other people in the national security apparatus? It's a good question. I think President Trump has already shown how active he has been in not waiting around for day one on January 20th or 21st, but he's already leading. He's already engaging with so many of these world leaders around the world on the phone constantly. And he's showing the kind of leadership that the American people voted for. Donc évidemment, aucune réponse sur la manière dont les gouvernements étrangers prennent la chose parce qu'elle n'est absolument pas naïve de la situation. Hein, comme je l'ai écrit, je crois, sur Blue Sky, si on devait faire le top 5 des politiques américains corrompus par Poutine, elle serait dedans. Elle serait pas numéro 5. Elle serait pas numéro 5. Et en plus, en fait, la seule réaction quasi officielle, en tout cas venant d'une télévision d'État sur la nomination de Tulsi Gabbard vient de Moscou. On écoute, c'est du russe. On écoute 2 minutes de russe. Girlfriend. Ну, давайте американцев подставили, там Туси, наша подружка, что говорит, да, Туси Габбард. Говорят слова Байдена про смену власти в России. Мне кажется, что это не оговорка. Говорят, президент Байден просто вслух озвучил цели своей администрации, которые заключаются в смене власти в России и в отстранении Путина от власти. Они осуществляют свою цель, используя основное средство экономической войны, осуществляют современную осаду России, изолируя ее, сдерживая. Donc on remarquera que, la télévision d'État russe utilise des vidéos de Tucker Carlson qui lui aussi serait dans la liste. Bah lui, il est même allé en Russie faire un film de propagande. Exactement. Donc, on utilise Tucker Carlson. On ne parle pas de Tulsi Gabbard, de Madame Gabbard, de Tulsi Gabbard, mais de Tulsi. Ce qui est dit en russe avant, on la présente comme « our girlfriend », notre petite copine Tulsi. Et on parle très clairement du fait qu'elle sert les intérêts russes, qu'elle est la voix de la Russie aux États-Unis depuis quelques années. Pas de manière pour dénoncer tout ça, mais de manière de dire que heureusement qu'elle est là pour donner au peuple américain une autre vision sur tout ça. Donc ça, c'est Tulsi Gabbard. Évidemment, c'est une position, j'insiste, qui doit passer à travers le Sénat. Ça va être... On y arrive, ça va être extrêmement important. Et la même question va toucher Matt Gaetz. Matt Gaetz, c'était la surprise du chef hier, une surprise du chef qui s'est déroulée en plusieurs épisodes. Oui, ça c'est Matt Gaetz lors de la convention du parti républicain. Thomas, ne montre pas trop longtemps ces images, on va faire des cauchemars après. Et donc, Matt Gaetz, qui est donc un élu de Floride, un pro-MAGA, c'est lui qui a fait le sale boulot de Trump au niveau de la Chambre des représentants en faisant virer, par exemple, Kevin McCarthy, le speaker. C'est lui, à cette époque-là, il fallait une loi où il fallait un seul député qui demande que la confiance soit votée. D'ailleurs, c'est en train d'être renégocié pour revenir en arrière maintenant que la loi a été utilisée à leur avantage. Ils ne veulent pas prendre ce risque dans une nouvelle Chambre des représentants qui est extrêmement serrée entre démocrates et républicains. Donc les républicains ne veulent pas prendre le risque d'une maladie ou d'un décès ou d'un scandale et qui est une démission soudaine pour se retrouver en position de perdre leur majorité, perdre le poste de chambre du Speaker of the House. Donc ça va être viré, mais ça va être supprimé, mais à un moment, cette loi a été mise pour virer McCarthy, et c'est Matt Gaetz qui a fait le sale boulot pour Donald Trump. Donc c'est quelqu'un d'extrêmement fidèle à Donald Trump, qui, au-delà de ça, est dans une série d'affaires de pédophilie, donc avec différentes enquêtes depuis
plusieurs années sur le fait qu'il participait et organisait des fêtes où il faisait venir des jeunes adolescentes qu'il payait, donc il faisait payer par ses soutiens qui étaient avec lui, où il y avait énormément de drogue, etc., etc. Donc, il y avait différentes enquêtes, dont une enquête, c'est extrêmement important, du groupe qui est en charge de tout ce qui est éthique au sein du Congrès. Pourquoi c'est important tout ça? Parce que, donc, hier, à la surprise générale, parce qu'il n'était pas sur la liste, Donald Trump a annoncé que son nouveau ministre de la Justice allait être Matt Gaetz. Oui, quelqu'un qui est poursuivi pour pédophilie. Tu vas me dire, qui va travailler pour quelqu'un qui a été accusé et condamné pour abus sexuels. Hein? Ouais. Mais ouais. Qui va être à la tête du bâtiment nommé pour Robert F. Kennedy, le vrai. Ouais. On y arrive. Et donc ça a été déjà, bon là c'est un petit peu le choc, quand on vous dit Matt Gaetz à la justice, on comprend tout de suite pourquoi il va être à la justice, parce que c'est quelqu'un qui a une seule fidélité qui est celle de Donald Trump, et Donald Trump a décidé, on est dans la retribution, a décidé de détruire le département de la justice. D'ailleurs, il ne s'en cache même pas. On va voir la partie. Donc, Donald Trump, ça s'est passé tellement rapidement qu'il n'y a même pas eu de communiqué de presse de près immédiatement. Il a d'abord annoncé sur Truth Social donc la venue de la nomination de Matt Gaetz. Et puis, ce qui est le plus important, c'est qu'il revient plusieurs fois dans le fait qu'il va être, entre autres, tu peux montrer l'autre extrait, qu'il va être en charge d'une mission, c'est de nettoyer soi-disant la corruption systématique au sein du département de la justice. Donc, c'est de virer tout le monde. Gardez ça en tête lorsqu'on va enfin aller sur notre partie sur Jack Smith. En tout cas, c'est dans ce but-là. On va écouter une autre intervention d'un journaliste sur CNN qui dit vraiment la volonté d'avoir Matt Gaetz au sein du département de la justice, c'est de burn down, de brûler le département de la justice. I got to tell you, I just got off the phone with a senior Trump advisor. He tells me Trump is going to bring in somebody to burn down the DOJ from the inside, and Matt is going to do that. Conservatives believe that the DOJ is in chaos. Now, he has to get there first, and of course, as you noted, Sarah, and as we've seen, there is going to be opposition to Matt Gaetz. Alors, un qui était ravi de cette nomination, on va l'écouter un petit peu, on ne va pas écouter l'intégralité de son témoignage, c'est Steve Bannon, qui justement, très clairement, plus personne s'en cache en disant c'est parfait. Non seulement Matt Gaetz, c'est le plus fidèle des fidèles de Donald Trump, mais il va agir, vous allez voir, pas dans la première minute, on va écouter la première minute de son témoignage juste pour se dire que on s'en souviendra. Il le compare à Blowtorch, qui est le nom m'échappe à l'instant, qui est pour lancer le feu, pour effacer. On va regarder l'extrait, ça va me revenir. There are days that what we do here at the War Room is just so amazingly enjoyable that the feeling you get and the buzz you get is incredible. One of the in this, I was going to start with Thune 1 and the dead hand of McConnell and all that. And President Trump, once again, what a rock star. So Thune promised him some recess days, but promised him we'll stay here every day. We will get every one of his nominations through. And he gives the biggest, I guess, F you. Okay, here you go, bro. Here you go. Start with Matt Gaetz, my new Attorney General. Matt Gaetz is the fiercest of the fierce warriors. He is the firebrand of firebrands. Matt Gaetz, single-handedly conceived of
in this very building, the Breitbart Embassy, conceived of the exact strategy and tactics and execution to take down. Donc voilà, donc Steve Bannon heureux en expliquant que c'est un FU que Trump là et que Trump adresse à la classe politique et aux sénateurs qui sont en place d'ailleurs et que donc c'est le plus c'est un vrai guerrier. Donc la nomination de Matt Gaetz n'a aucun doute et c'est une nomination qui arrive évidemment, et là on rentre dans la deuxième partie de la journée d'hier qui est complètement folle, c'est que on apprend 1 heure après la nomination que Matt Gaetz vient de démissionner de la Chambre des représentants. Il avait été réélu, il a démissionné avant d'être nommé. Pourquoi ? Vous allez me dire, pourquoi démissionner alors que le 20, il aurait pu finir son mandat ? Est-ce qu'il veut partir en vacances ? Non. Parce que justement, le vendredi, demain, je vous en ai parlé tout à l'heure, ce comité éthique qui enquêtait sur Matt Gaetz et ses relations avec des mineurs, donc des relations pédophiles, devait sortir demain son rapport d'enquête qui, d'après les personnes qui l'ont vu au sein de ce comité d'éthique, est un rapport qui est very damaging, donc qui est très négatif sur Matt Gaetz. On connaît certains des témoignages qui sont sortis, entre autres de ces filles mineures qui racontent ces fêtes où elles étaient offertes par Gaetz à d'autres politiques, etc., etc. Et donc le rapport devait sortir demain. Et l'usage du comité d'éthique, c'est justement d'enquêter uniquement sur des élus en place. Ce qui veut dire que lorsque quelqu'un démissionne ou perd une élection, il n'est plus élu, le comité d'éthique considère que leur fonction s'arrête immédiatement. Et l'usage, la tradition, c'est que lorsqu'un membre démissionne, ça s'est déjà passé dans l'histoire, lorsqu'un membre démissionne, le rapport d'enquête n'est jamais publié. Et donc hier, c'est ce qui s'est passé. Alors ce qui est intéressant, on a ce tweet justement dans l'avion, Thomas, qui montre que c'est une décision qui a été prise dans l'urgence vendredi. Vous allez hier, mercredi, c'est extrêmement important de garder ça en tête. C'est qu'il y a eu une conversation dans l'avion de Trump entre Trump et Gaetz. Et à la sortie de ça, Trump, alors que Gaetz n'était absolument pas sur la liste, Trump a décidé de prendre lui tout seul cette décision de nommer Gaetz, lui sauvant politiquement la peau. C'est-à-dire que si Trump n'avait pas nommé Gaetz comme futur ministre de la Justice... Et à ce moment-là, demain, le rapport serait sorti et la carrière politique de Gaetz aurait été terminée. Il n'aurait plus faire une campagne, même s'il est MAGA, il avait l'intention de se présenter pour être soit sénateur, soit être gouverneur de la Floride. Ce n'est pas avec un dossier qui prouve l'utilisation de drogue et surtout pédophilie que l'on peut mener une campagne, une carrière politique. Et donc Trump, en lui offrant cette position, lui permet de continuer une carrière politique. Il devient ministre de la Justice. Lui permet normalement, parce que évidemment tout le monde pense que ce rapport va fuiter, y compris peut-être aujourd'hui, permet à Matt Gaetz d'échapper, en tout cas on le pense au moment où cette décision est prise, d'échapper justement à la publication de ce rapport. Pourquoi c'est important au-delà de Matt Gaetz ? Pourquoi c'est important ? C'est parce que, et pourquoi c'est super inquiétant, c'est que si Trump sauve la vie de Matt Gaetz, c'est que désormais Matt Gaetz, ministre de la Justice, est redevable encore plus à Trump.
C'est-à-dire que de Trump, de nommer Matt Gaetz, c'est s'assurer qu'on ne lui dira jamais non. Lorsqu'il décidera, comme il a promis, de s'attaquer à ses ennemis, qu'ils soient journalistes, qu'ils soient politiques, qu'ils soient des personnalités comme Michael Cohen, comme George Conway, de s'attaquer à Jack Smith et de s'attaquer à toutes ces personnes qui ont décidé d'enquêter sur les activités de Donald Trump, il lâchera Matt Gaetz, ça devient son chien de garde avec cette mission de brûler le département de la justice de l'intérieur, FBI et département de la justice. Et c'est ce qui s'est déroulé sous nos yeux hier. Ah, je pensais que tu voulais dire quelque chose. Excuse-moi. Et donc, évidemment, la seule manière dont les journalistes américains qui sont un petit peu naïfs et qui, en plus, certains l'ont dit, se disent « mais c'est formidable tout ça, hein. » Il y a Chuck Todd de NBC parce qu'il faut que vous sachiez que depuis l'élection, l'audience télé de toutes ces émissions d'information, que ce soit CNN, MSNBC, mais de tous ces grands rendez-vous politiques, c'est complètement effondré. Mais quand je vous dis effondré, c'est que CNN a des chiffres d'audience qui ramènent à 15 ans en arrière. Et donc, hier, le premier réflexe de Chuck Todd, qui est un des journalistes, un des mainstream, a été de dire ça va faire des beaux moments d'audimat, d'audience à la télé, lorsque ces personnalités-là vont passer devant le Sénat, en se disant mais c'est impossible que les sénateurs, d'ailleurs on le laissait diviser, que des sénateurs même républicains, les quelques derniers républicains modérés qui existent et qui du coup sont en train de sortir du bois en ce moment, hein, c'est aussi extrêmement pratique, on vient d'enfumer le terrier pour que ces gens-là sortent, de se dire mais c'est pas possible que ces gens-là acceptent que Matt Gaetz, voire Tulsi Gabbard, soit en place, que Tulsi Gabbard soit au cœur des secrets du gouvernement américain, alors que l'on sait qu'elle est sous influence, et influence ici est dit de manière extrêmement pudique, influence russe. Ça, c'est la version que donnent les médias américains actuellement en se disant tiens, non, il va y avoir ces auditions au niveau du Sénat et Matt Gaetz ne sera jamais ministre de la Justice parce que lorsqu'il y a ces auditions du Sénat pour valider ces postes, hein, donc les 8 derniers dont on vous a parlé, de Rubio à Tulsi Gabbard, Kristi Noem et Matt Gaetz, c'est le moment où on les interroge sur leurs déclarations passées, où le FBI, ministre de la Justice, est contacté pour faire ce qu'on appelle un background assessment, donc qui est de donner les informations sur justement tout le passé judiciaire et politique. Donc vous imaginez le dossier de Matt Gaetz, donc ils disent que c'est impossible de passer. Sauf que Donald Trump a décidé d'être dictateur pour un jour. On en parle tout de suite après.
Alors, on va commencer par une breaking net ou une breaking news. Apparemment, ce qui est en train de se dire de partout dans les couloirs du Capitole, c'est que Donald Trump va nommer l'ancien candidat à la présidence et surtout cet activiste anti-vax qui est Robert F. Kennedy Jr. à la tête du Department of Health and Human Services, donc qui est le ministère de la Santé. On va avoir donc RFK Jr. Persuadé de la supériorité du lait non pasteurisé, anti-vaccin lui-même avec un verre dans le cerveau qui va être responsable de la santé aux États-Unis. C'est évidemment, c'est pareil, le premier réflexe, on va vous dire, c'est que oui, mais lorsqu'il va passer devant le Sénat, parce que c'est une position qui doit être confirmée, un poste qui doit être confirmé par le Sénat, ça ne va pas le faire. Justement, moi, je vais vous expliquer pourquoi ça va le faire. Déjà, de penser que les sénateurs vont s'opposer à Donald Trump, alors que le Sénat a eu en janvier 2021 la possibilité de le rendre inéligible, vous vous en souvenez, après son deuxième impeachment, et ne l'a pas fait. Donc, se dire que ces personnes-là vont s'opposer à Trump, c'est complètement illusoire, surtout pas un Trump qui a gagné l'élection présidentielle, qui a redonné une large majorité républicaine au Sénat, avec des élus pro-Trump majoritairement, maintient la majorité au niveau de la Chambre des représentants et a SCOTUS, la Cour suprême, avec lui. Donc, c'est une illusion de croire que les républicains en bout de compte, viendrait faire capoter quoi que ce soit de la volonté de Trump. Si Trump veut quelque chose, Trump l'obtiendra. Et même, depuis son élection, Trump a plusieurs fois posté des messages sur Truth Social en expliquant qu'il avait cette volonté d'être opérationnel au premier jour. Vous vous rappelez, être dictateur pour cette première journée, gardez en tête d'être opérationnel pour le premier jour. Et pour être opérationnel ce premier jour, il avait besoin que le Sénat valide son cabinet sans s'y opposer, sans même qu'il y ait de débat en disant voilà, les discussions vont prendre des mois et des mois pour valider tous ces personnages-là ou pas. Et donc, moi, ce que je demande, c'est au Sénat, Sénat, Chambre des représentants, d'ajourner leur session pour ne pas se retrouver dans la position de discuter et que mon cabinet soit validé, mon gouvernement soit validé sans passer par le Sénat. Donc déjà, on joue avec les règles de la démocratie américaine en disant en gros, voilà, pour ne pas revivre cette expérience douloureuse de 2017 et pour accélérer tout ça, prenez des vacances. Et donc, moi, pendant cette période d'ajournement du Congrès, je nommerai mon gouvernement et rien pourra m'en empêcher. Cette volonté de Donald Trump cette volonté affichée de Donald Trump de passer hors de contrôle se base sur deux mensonges. Le premier mensonge, c'est déjà de dire qu'en 2017, ça a pris du temps, ce qui est faux. Ces candidats ont été, dans leur très très vaste majorité, ont été approuvés très rapidement. Il n'y a pas eu de problème à ce niveau-là. C'est une excuse utilisée par Trump et c'est la deuxième partie de son mensonge. La deuxième partie de son mensonge, c'est que Trump ne souhaite pas que son cabinet passe dans ce processus du Sénat, même si en bout de course, les sénateurs valident ces choix-là, parce qu'il ne souhaite pas que, justement,
le parcours et le passé politique de RFK Jr., le parcours et le passé politique de Tulsi Gabbard, le parcours et le passé politique de son ministre de la Défense, le parcours politique et le passé judiciaire de Matt Gaetz soient publiquement discutés. Parce que même si à la fin, le Sénat aurait validé ces votes, si on suit la procédure actuelle, il y aura ce débat qui fait saliver d'avance les médias américains en se disant tiens, on va diffuser tout ça. Et donc, on se dit du côté de Donald Trump, c'est pas bon pour nous, parce que même si c'est accepté, il y aura ces témoignages qui vont rester et qui vont venir nous handicaper en 2026 et puis en 2028, quel que soit le candidat, y compris Donald Trump, même si légalement, c'est pas possible. Mais bon, dans tous les cas, pour l'instant, pas possible pour l'instant. Dans tous les cas, il y a une volonté de Trump que personne vienne mettre son nez dans ses choix et expose les failles et la corruption de sa future administration, dont le point commun de ces gens-là, c'est leur fidélité sans faille à Donald Trump. Et donc, ils souhaitent ça. Et c'est là qu'on rentre dans une autre dimension. Donc déjà, c'est de tirer au maximum les lois de la démocratie américaine. Mais il y a pire. Il y a pire. Le pire, c'est que Donald Trump a un autre plan, qu'il avait déjà décidé d'utiliser. Et puis, justement, les adultes dans la pièce, on était en 2020, les adultes dans la pièce lui avaient dit non, il ne faut pas faire ça. C'est effectivement dans la loi américaine, mais jamais aucun président n'a utilisé cette disposition de la section 3 de l'article 2. L'article 2, donc on va voir le tweet de 2020 qui en parlait déjà. L'article 2, c'est l'article dans la Constitution américaine qui définit les pouvoirs présidentiels. D'accord ? Et donc le 15 avril 2020, Donald Trump voulait utiliser cet article 2. Je pense que c'est section 3, il y a peut-être une erreur, ce n'est pas la section 2. Et donc, parmi tous les points, cette section, on va la voir, Thomas, si tu peux nous la montrer, donne le pouvoir au président des États-Unis de ajourner lui-même le Congrès. C'est-à-dire de se dire, vous voyez, section 3, c'est bien ça, de se dire qu'il y a un désaccord entre la Chambre des représentants et le Sénat. Et donc, moi, président, je les renvoie, j'ajourne, je suspends le Congrès, je les envoie en vacances. Et pendant ce moment-là, ça me permet de réfléchir à la situation. Plus que réfléchir à la situation, et c'est ce qui intéressait Donald Trump en 2020, c'était de se dire, OK, j'utilise ce pouvoir-là pour supprimer légalement le Congrès et prendre des décisions pendant ce temps. C'est-à-dire que lorsque Donald Trump, président des États-Unis, a ajourné le Congrès qui décide les lois, donc il y a l'exécutif avec Trump, le législatif avec le Congrès et le Sénat, le législatif disparaît parce que le président a décidé de suspendre leur activité. Pour le temps qu'il veut. Pour le temps qu'il veut. Et c'est du coup l'exécutif qui devient le législatif. C'est ce qui est écrit dans la phrase juste après. He shall take care that the laws be faithfully executed. Donc en fait, il prend les responsabilités des départements qu'il a envoyés entre guillemets en vacances. Alors c'est une vieille disposition qui n'a jamais été utilisée, qui a été créée à l'époque justement pour passer des lois de manière urgente à cause de la distance qu'il fallait, le temps que ça prenait. Si un président avait besoin, d'habitude le président rassemble le Congrès par exemple pour déclarer une guerre. Il y avait la nécessité de déclarer une guerre, mais à l'époque, on se déplaçait à cheval.
ça mettait 3-4 jours pour que tous les élus viennent à Washington. Et il y avait une urgence de la situation. Et donc, l'idée, c'était cette disposition-là pour dire ce qu'on va faire, c'est qu'en attendant que tout le monde arrive, je vais officiellement suspendre le Congrès pour avoir le pouvoir, moi, président, de passer une loi, déclaration de guerre, par exemple, pour permettre d'agir face à une urgence. Donc, encore une fois, c'est une discussion qu'on a eue souvent avec Maître Wallace sur ces tas de lois, et entre autres la Constitution française au niveau de la Ve République, c'est que ça part d'une intention qui est bonne, en se disant, voilà, on a un problème, c'est que le pays est tellement grand, le temps d'avoir un élu qui arrive, ça va mettre 5-6 jours, le gouvernement ne peut pas être bloqué par ça, qui aujourd'hui, c'est le risque à chaque fois, Maître Wallace, plusieurs fois vous en a parlé, est utilisé de manière négative par quelqu'un qui a décidé de se rapprocher. C'est le texte de loi qui, de manière légale, se rapproche le plus d'une dictature. C'est-à-dire que le 20 janvier, lorsque Trump va prendre le pouvoir et qu'il a déjà annoncé qu'il va être dictateur pour une journée, sur le principe que ça va prendre des mois pour valider son gouvernement et qu'en attendant, il ne peut pas agir pour l'intérêt des Américains, il va invoquer l'article de la section 3 de l'article 2. Et donc, lorsque cet article a été ajouté, cette section a été ajoutée à la Constitution, les penseurs de l'époque se sont dit, on va quand même être prudent parce que c'est donner un énorme pouvoir au président des États-Unis, c'est-à-dire qu'en gros, le principe de check and balances, donc de vérification du pouvoir, en gros, on lui autorise à le supprimer pour pouvoir prendre des décisions pendant ce temps. Et une fois que ces décisions ont été prises, c'est pas parce que le Congrès est rappelé 10 jours après ou le lendemain ou 3 jours après que ça va changer quoi que ce soit. Et donc, on va limiter le cadre quand même. On va faire qu'il faut qu'il y ait une volonté affichée, qu'il y ait un accord impossible entre les deux chambres. C'est-à-dire que vous avez une chambre, la Chambre des représentants, qui, par exemple, va dire nous sommes prêts à valider, sans passer par le processus de vérification, à valider tous les candidats de Donald Trump. Et le Sénat va dire, non mais attendez, nous on a un rôle en termes de Sénat, c'est d'écouter ça, on ne va pas valider la candidature de Matt Gaetz sans passer par cette procédure-là. Et donc, d'un coup, lorsqu'il y a un désaccord entre la Chambre des représentants et le Sénat, c'est là que Donald Trump arrive et explique en disant « Ok, il y a un désaccord, le pays doit avancer, j'utilise la section 3 de l'article 2, ce que jamais aucun président des États-Unis n'a fait auparavant, ce que Donald Trump voulait déjà faire en 2020 et ses conseillers lui ont dit « Mais vous ne pouvez pas faire ça, c'est la preuve, c'est l'article qui est le plus proche d'une dictature qui existe dans la Constitution américaine, vous ne pouvez pas le faire. » Aucun autre président, et à l'époque, il était le 45e président, donc les 44 autres présidents, personne n'a utilisé cette disposition parce que c'est la pire de la Constitution. Et Donald Trump va l'utiliser. Et vous savez quoi? On va vous ramener en pleine campagne. On va vous ramener en pleine campagne au moment de ce fameux rallye de la haine à Madison Square Garden. Vous vous en souvenez? Et ce moment où Donald Trump parle de après sa victoire et de son petit secret avec Mike Johnson. And I think with our little secret, we're going to do really well with the House, right? Our little secret is having a big impact. He and I have a secret. We'll tell you what it is when the race is over. I also
Hein, le petit secret, donc on s'était dit, voilà, après l'élection, c'était peut-être le fait que si l'élection était serrée, Mike Johnson utilise son pouvoir pour s'opposer à la validation de certains votes le 11 décembre. Mais maintenant, en apprenant ça et en comprenant que le mécanisme doit être qu'il y ait une opposition entre la Chambre des représentants et le Sénat, on comprend, oui, Anthony, c'est quoi le petit secret? Le petit secret, c'est que disposant de la majorité à la Chambre des représentants, Mike Johnson va expliquer qu'il est d'accord avec Donald Trump, que ce n'est pas besoin de faire passer toutes ces personnes via le processus habituel démocratique de la vérification, de leur poser des questions publiques, de venir vérifier leur passé judiciaire, leur liaison avec des puissances étrangères, hein, ça fait partie du travail. Il va dire non, il n'y a pas besoin, il faut aller vite, c'est une situation de crise, il faut aller vite. Le Sénat va dire non, nous on veut, on ne peut pas valider. Et donc, en cas d'opposition des deux, c'est la condition sine qua non pour que Trump utilise cette section 3, renvoie les deux chambres, reprend le pouvoir de la présidence à la présidence pour 3, pour 4, pour 5, pour 10 jours. Et pendant cette période, disent, ben voilà, pendant qu'il n'y a plus de congrès, ben, je nomme mon gouvernement. Et quand le congrès va revenir, ben, ces personnes-là seront nommées et auront échappé à ce processus de vérification, à ce processus de partage d'informations publiques qui sont extrêmement négatives sur les personnages. Voilà le petit secret. À tout de suite.